Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue avec nous dans cette vidéo relative au choix stratégique d'une entreprise. Ce chapitre est destiné aux étudiants de la troisième année finance. Avant de commencer, il est nécessaire de définir la stratégie comme la manière d'élaborer, de diriger et de coordonner les plans d'action afin d'aboutir à un objectif. Les choix stratégiques pour une entreprise consistent à opter pour la meilleure voie à suivre pour créer et conserver un avantage concurrentiel durable. L'exemple des entreprises qui ont réussi montre que trois grandes stratégies peuvent être choisies: la spécialisation, la diversification ou la globalisation. Elle s'inscrit dans le cadre exclusif d'un domaine d'activité particulier sur lequel l'entreprise concentre tous ses efforts, c'est-à-dire concentrer son périmètre d'activité sur un seul DAS. Elle a pour objectif d'atteindre dans cette activité le meilleur niveau de compétences possible et d'en faire un avantage concurrentiel décisif. La spécialisation peut revêtir des formes diverses qui dépendent du degré de maturité, de l'activité et de la position concurrentielle de l'entreprise. L'entreprise ne se spécialise pas sur un domaine d'activité qui atteint sa maturité, mais plutôt sur des activités en voie de développement. Autrement dit, la spécialisation va de pair avec la croissance. Pour les activités qui présentent des perspectives importantes de développement, le candidat victorieux est celui qui a pu croître le plus rapidement en concentrant tous ses efforts sur la croissance de la production sur son domaine d'activité. On parle alors de la spécialisation intensive. En phase de maturité ou de déclin, l'entreprise a le choix de maintenir la spécialisation développée dans les phases précédentes, c'est la spécialisation passive, ou bien changer carrément le domaine d'activité, c'est la diversification. En phase croissance, la stratégie coût volume convient particulièrement bien avec une entreprise disposant à la fois une bonne expérience et des moyens suffisants, mais elle représente un danger pour une entreprise qui n'a pas des moyens pour défendre sa position initiale ou située en position concurrentielle défavorable. Donc l'entreprise doit identifier au sein du domaine d'activité une niche très spécifique, adaptée à ses compétences et ses moyens financiers. En resegmentant son champ d'application, elle pourra ainsi atteindre un niveau de spécialisation lui assurant une certaine compétitivité. On parle ici de la spécialisation restrictive. Mais l'entreprise qui est dans une position concurrentielle difficile et qui travaille sur un domaine d'activité en phase de maturité peut choisir entre deux alternatives. D'une part, le recentrer sur une seule activité, par abandon d'autres activités de diversification, ce qui entraîne souvent une amélioration rapide des compétences qui ont été laissées en friche mais restent potentiellement exploitables. Et d'autre part, la resegmentation, soit par retranchement sur un segment de marché où l'entreprise est bien positionnée, peut se refaire une santé, soit par une stratégie de rupture, générant un nouveau domaine d'activité dans lequel l'entreprise dispose des compétences clés. D'après donc ce qu'on a vu précédemment, les types de spécialisation sont différenciés selon la position concurrentielle de l'entreprise et selon la phase de maturité de l'activité. Une entreprise engagée dans la spécialisation peut suivre deux voies, soit la spécialisation géographique ou la spécialisation produit-marché. Pour la première, elle consiste à faire des choix d'expansion ou de restriction au sein du marché pertinent, qui va définir le champ géographique sur lequel l'entreprise va se battre afin d'atteindre le meilleur niveau d'expérience et d'acquérir un avantage concurrentiel déterminé. Pour réussir cette politique de spécialisation, il est primordial de déterminer les frontières du marché pertinent. Pour cela, l'entreprise ne doit pas confondre entre un marché pertinent et un marché naturel. Aussi, elle ne doit pas prendre ses frontières sur une vision très large. La deuxième, c'est la diversification au retranchement marketing. Il s'agit de proposer des produits nouveaux pour les clients actuels ou des clients nouveaux pour les produits actuels. Cela reste de la spécialisation s'il ne nécessite pas la mise en œuvre de compétences nouvelles pour l'entreprise. Dans de nombreuses activités, une gamme large est un élément clé de réussite. Le passage de l'entreprise d'une stratégie de spécialisation à une stratégie de diversification.
La spécialisation doit être poursuivie tant que l'entreprise n'atteint pas un avantage décisif et durable. La spécialisation impose donc aux entreprises de mettre en sommet leur potentiel de diversification. Une allocation optimale des ressources de l'entreprise est la base d'arbitrage spécialisation-diversification. Les entreprises sont souvent tiraillées entre un investissement de spécialisation qui contribue à renforcer sa position concurrentielle et une diversification dont la rentabilité apparaît élevée. Maintenant, pour la diversification stratégique, elle dépasse un simple élargissement du champ d'activité de l'entreprise et impose l'utilisation d'un nouvel ensemble de savoir-faire recueillis par le nouvel univers concurrentiel dans lequel l'entreprise pénètre. Une entreprise a souvent une conception de son métier qui lui est propre. Cela va expliquer le fait que deux entreprises ayant une conception propre de leur métier puissent se retrouver en concurrence dans un même domaine d'activité. La notion de métier renvoie à des perceptions internes. Celle de domaine au segment est plus objectif. La diversification consiste en des mouvements stratégiques qui se concrétisent par un changement de domaine d'activité. Toute stratégie de diversification exploite plus ou moins des éléments de synergie. En s'appuyant sur ses compétences communes, l'entreprise tirera un avantage concurrentiel de l'expérience acquise dans son activité traditionnelle. Une appréciation prévisionnelle du rendement réel de synergie est une étape délicate en raison des difficultés à apprécier les données concurrentielles et estimer le coût financier réel. Le caractère dominant de la technologie se révèle à l'occasion des mouvements stratégiques de diversification que les entreprises accomplissent plus volontiers en exploitant leurs compétences technologiques sur des nouveaux marchés et dans des nouvelles activités. À l'inverse, certaines entreprises se développent en suivant une logique commerciale. Donc, leur axe privilégié est le client, alors que la technologie n'est qu'un moyen acquis au fur et à mesure de ses besoins. Une entreprise peut se diversifier dans trois dimensions principales. Premièrement, la dimension géographique. On parlera alors de la diversification géographique. Elle intervient dès que l'entreprise sort de son marché pertinent et s'attaque à une zone ou des facteurs de succès différents. Mais si les produits fabriqués et vendus par l'entreprise sont semblables, les réseaux et les règles de distribution changent d'une zone à une autre zone et génèrent souvent les segments stratégiques qui diffèrent sur ce facteur de réussite essentiel. La dimension filière. Ce mouvement est désigné par le terme intégration ou aussi par la diversification verticale. Elle se traduit par l'acquisition de nouvelles compétences et par le renforcement du potentiel concurrentiel de l'entreprise dans son activité d'origine. Et finalement, la dimension activité, c'est la plus connue et souvent la seule développée. On l'appelle aussi la diversification horizontale. L'entreprise aborde des domaines d'activité différents de son domaine d'activité principal. Ces nouvelles activités s'appuient sur des synergies et des complémentarités. Selon la situation stratégique de l'entreprise, le but visé est différent. Le choix d'une stratégie de diversification repose sur deux axes d'investigation. L'attractivité du segment sur lequel l'entreprise exerce son activité principale. La position concurrentielle de l'entreprise dans son activité principale, appréciée par rapport aux caractéristiques de ses principaux concurrents, mais aussi en fonction du savoir-faire potentiel. Ces deux indicateurs permettant donc de déterminer si l'entreprise trouve un intérêt réel dans la diversification et si elle dispose les moyens suffisants pour mener à bien la diversification envisagée. Il convient de distinguer donc 4 types de diversification. La diversification de placement concerne les entreprises qui tirent de leur activité principale un excédent net de liquidité car elles sont très bien positionnées sur un segment stratégique dont les perspectives de croissance sont bonnes. Une rentabilité supérieure à celle des capitaux investis. Le placement revêt donc deux appréciations différentes selon la volonté diversificatrice de l'entreprise. Le placement est financé si la diversification s'analyse comme une simple participation. Le placement est industriel si l'entreprise s'assure de nouvelles compétences et s'associe pleinement au devenir de nouveaux projets. Ensuite, la diversification de redéploiement. Son fondement économique est exclusivement industriel et la perspective est à moyen terme.
Le potentiel de croissance est donc plus important que la rentabilité immédiate et les entreprises ont tendance à privilégier des domaines de diversification présentant le maximum de synergies utilisables afin d'avoir un avantage concurrentiel dès le début. La diversification de survie répond à la nécessité pour une entreprise mal placée dans le jeu concurrentiel de retrouver un domaine d'activité qui lui permette d'assurer sa pérennité. Les entreprises qui suivent cette stratégie ont un faible niveau de ressources disponibles. La taille de la nouvelle activité est réduite, donc elle doit utiliser un maximum les savoir-faire existants. La diversification de comportement, elle s'adresse aux entreprises qui occupent une position concurrentielle moyenne par rapport à leurs principaux concurrents et difficile à améliorer. Cela correspond à l'adjonction d'une activité connexe avec pour objectif de changer le jeu concurrentiel. Le choix de domaine de diversification doit reposer sur l'ampleur des synergies qu'elle peut présenter avec l'activité de départ. Et maintenant pour les modes de développement, qu'il s'agit de spécialisation ou diversification, il existe deux modes privilégiés de développement. Le développement interne est la voie privilégiée pour mettre en œuvre la stratégie de spécialisation dans une phase de croissance du domaine d'activité. Dans le cas d'une stratégie de diversification, c'est la capacité de l'entreprise à innover par ses propres moyens et apprendre de nouveaux métiers qui seront les critères déterminants. La croissance externe, elle consiste à racheter ou à s'allier à d'autres entreprises, soit concurrentes dans le cas d'une stratégie de spécialisation, soit appartenant à d'autres domaines d'activité dans le cas d'une stratégie de diversification. Donc, comment choisir entre croissance interne et croissance externe? Le fait que de nombreux secteurs soient en phase de maturité, qui se caractérise par une forte rigidité de position concurrentielle, l'internalisation accélérée des marchés pousse à la globalisation. Les défis technologiques et la croissance des budgets de recherche expliquent de nombreux mouvements d'alliance. Dans certains cas, la personnalité du dirigeant et la culture de l'entreprise expliquent ce choix. Dans d'autres cas, le choix dépend des critères objectifs. L'urgence de mouvements stratégiques, l'importance et la nature des barrières à l'entrée, la maturité du secteur, les capacités financières, humaines et technologiques de l'entreprise. La globalisation ou la mondialisation est un processus dont le rouage principal est le développement des échanges internationaux et qui tend à accroître l'interdépendance économique entre les pays et les régions et provoque une plus grande intégration des économies et des sociétés au plan mondial. Les facteurs explicatifs de la globalisation sont multiples. Tout d'abord, les facteurs politiques et gouvernementaux, la libéralisation des échanges internationaux et l'intégration économique des grandes zones sont puissants facteurs de la globalisation. Les impératifs politiques sont également un facteur essentiel de la globalisation. Donc, les réponses stratégiques vont de l'adaptation nationale à la stratégie d'intégration régionale et mondiale. Les facteurs de globalisation liés au marché et aux demandes. Il s'agit principalement de l'unification et l'amélioration des moyens de transport, des réseaux de communication, ainsi que l'homogénéisation de la demande internationale. Les facteurs concurrentiels. L'évolution de la concurrence est à la fois une condition et une conséquence de la globalisation. La globalisation conduit les entreprises à développer les flux croisés. Maintenant, on va passer au type de stratégie internationale. Dans une industrie donnée, l'entreprise est amenée à faire face à deux forces contradictoires. La nécessité de s'adapter plus ou moins aux spécificités locales et la nécessité d'exploiter des synergies internationales entre les filiales. Ces types sont la stratégie internationale de l'entreprise consiste à transférer vers de nouveaux marchés des savoir-faire, des technologies, des ressources humaines et financières accumulées sur le marché domestique. La stratégie multidomestique parie principalement sur la différenciation des activités d'un pays à l'autre et l'adaptation la plus étroite des produits et des services aux spécificités locales. La stratégie globale permet à l'entreprise de focaliser sa stratégie sur son corps de métier et ses compétences distinctives et de se développer internationalement de manière à conforter l'avantage concurrentiel initial
La stratégie transnationale vise à optimiser les deux objectifs mondiaux et à manager un flux de produits et de services horizontalement à travers l'organisation. Les compétences clés peuvent être développées au sein de différentes filiales indépendamment de leur localisation géographique. Donc, pourquoi l'entreprise va à l'internationalisation? Plusieurs raisons majeures conduisent les entreprises à s'internationaliser. Tout d'abord, la conquête des nouveaux marchés. Deuxièmement, la réduction des coûts et l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Ensuite, la répartition du risque dans des pays qui ont des cycles économiques différents et finalement la nécessité d'être présent dans des grands marchés internationaux. La globalisation et ses avantages concurrentiels. Le processus d'internationalisation a un impact majeur sur l'avantage concurrentiel. Il affecte en effet directement le positionnement stratégique, qu'il s'agisse de positionnement en termes de coût ou de différenciation, les compétences et les ressources clés de l'entreprise. Les avantages concurrentiels propres à l'entreprise tels que la maîtrise d'une technologie, la valeur d'une marque, les liens tissés avec les fournisseurs et les clients sont également affectés par l'internationalisation. Celle-ci constitue à la fois une menace sur l'avantage concurrentiel par la confrontation directe avec les plus grands acteurs mondiaux et une opportunité par la possibilité d'enrichir l'avantage concurrentiel initial. Donc, l'internationalisation est un processus continu sur lequel l'entreprise doit simultanément affiner son positionnement concurrentiel stratégique et développer son portefeuille de compétences propres au sein d'activités géographiquement dispersées. Pour finir, toute base de réflexion liée à la croissance de l'entreprise se doit donc commencer par le choix stratégique et la manière de la mettre en œuvre. Il est toutefois important de comprendre que la création d'une stratégie ne se limite pas uniquement aux choix que l'on fait. Ces choix doivent être motivés par la situation de marché, la situation de votre entreprise. Et comme ça, on a fini notre vidéo sur les choix stratégiques. Merci pour votre attention.